Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans les abysses du crime. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier qui me hante personnellement. On part au Japon, en 1984. Oubliez les histoires de fantômes. Ce qu'on va raconter dépasse la fiction. C'est l'histoire d'un groupe qui a mis un pays entier à genoux sans jamais se faire attraper. Thomas, on parle du monstre aux 21 visages ? Salut Sarah, oui, c'est exactement ça. Si tu penses à Death Note ou à un scénario cyberpunk un peu glauque, tu n'es pas loin de la vérité. L'affaire Glico Morinaga, c'est le crime parfait par excellence. Imagine un groupe qui kidnappe un PDG, empoisonne des bonbons dans les supermarchés, nargue la police avec des lettres hilarantes et terrifiantes et qui finit par disparaître en disant simplement qu'il s'ennuie. C'est le « qu'il s'ennuie » qui me glace le sang. Mais reprenons depuis le début. Tout commence par une scène digne d'un film d'action. Le 18 mars 1984. On est à Osaka. C'est ça, il est environ 21h. Katsuhisa Ezaki, le PDG de Glico, qui est un géant de la confiserie au Japon, est chez lui. Il vient de finir sa journée, il se détend. Il est dans son bain, littéralement nu, vulnérable. Et là, c'est le chaos. 2 hommes armés et masqués font irruption dans sa salle de bain. Ils ne sont pas là pour discuter. Ils le sortent de l'eau, le traînent dehors, le jettent dans une voiture et disparaissent dans la nuit. Attends, ils ont passé la sécurité ? Ezaki vivait pas dans une forteresse ? Si, plus ou moins. Mais ces types étaient des pros. Ils avaient coupé les lignes téléphoniques avant d'entrer. Ils avaient ligoté sa femme et sa fille dans une autre pièce. C'était chirurgical. Le lendemain, ils demandent une rançon hallucinante. 1 milliard de yens et 100 kilos de lingots d'or. 100 kilos d'or ? C'est presque caricatural comme demande. On dirait un méchant de James Bond ? Exactement, c'est théâtral. Mais le plus fou, c'est que Ezaki, le PDG, réussit à s'échapper 3 jours plus tard. Il est détenu dans un entrepôt désaffecté, il parvient à défaire ses liens, défonce une porte et court de long d'une voie ferrée jusqu'à trouver de l'aide. La police respire, le Japon respire. On se dit, bon, le cauchemar est fini, le patron est libre. Mais c'est là que tu vas me dire que ce n'était que le prologue ? Ce n'était que l'échauffement, Sarah. Parce que quelques semaines plus tard, des voitures sur le parking du siège de Glico sont incendiées. Et surtout, une lettre arrive. Pas une demande de rançon classique, une lettre envoyée aux grands journaux japonais. Elle est signée Kaijin Nijuichi Menso, le monstre aux 21 visages. J'adore ce nom. C'est tiré d'un roman policier des Dogawa Ranpo, c'est ça ? Le méchant qui change de visage tout le temps ? C'est exactement ça. Ils ont pris un nom de culture pop pour terroriser le pays. Et le temps de la lettre, c'est là que ça devient fascinant. Ils ne sont pas stressés, ils s'amusent. Je vais te lire un extrait de leur première lettre publique, adressée directement à la police. Écoute bien ce ton arrogant. À la stupide police japonaise. Êtes-vous stupide ? Il y a tellement de policiers et vous n'arrivez pas à nous attraper ? Si vous étiez des pros, vous m'auriez déjà attrapé. C'est trop haut pour vous ? Waouh ! C'est de la provocation pure. Ils traitent la police d'incompétente devant tout le pays ? Et il continue. Il donne des indices, il se moque de l'apparence des enquêteurs. Mais le rire s'arrête très vite, parce que le monstre annonce la phase 2, la guerre des bonbons. Ils envoient une lettre disant qu'ils ont empoisonné des paquets de confiserie Glico avec du cyanure et qu'ils les ont remis en rayon dans les magasins. Du cyanure ? Dans des bonbons pour enfants ? Là, on bascule dans la psychose totale. C'est la panique absolue. Imagine, tu es parent, tu ne peux plus acheter de chocolat à ton gosse. Glico est obligé de rappeler tous ses produits, des millions de boîtes. Les pertes sont colossales. On parle de plus de 20 millions de dollars de l'époque, mais le coût en images est incalculable. L'action Glico s'effondre à la bourse. Les usines s'arrêtent. Ils ont réussi à mettre une multinationale à terre sans tirer un seul coup de feu, juste avec des lettres et la peur des poisons. Et ils ont vraiment trouvé du poison ? Ou c'était du bluff ? C'est ça le pire. Au début, on ne trouve rien, mais la menace suffit. Le monstre joue avec les nerfs de tout le monde. Ils envoient des lettres aux journaux pour dire « On a décidé d'arrêter de tourmenter Glico, on leur pardonne », comme des dieux qui accordent leur clémence. Mais juste après, ils s'attaquent à Morinaga, une autre énorme compagnie, puis à Marudai-Ham, une compagnie alimentaire. C'est sans fin. C'est là qu'intervient l'épisode du train, non ? J'ai lu quelque chose sur un suspect qu'ils ont failli attraper, l'homme aux yeux de renard ? Oui, Kitsunimi no Otoko, l'homme aux yeux de renard. C'est le moment le plus cinématographique de l'affaire. On est le 28 juillet 1984. Le monstre exige 50 millions de yens de la part de la société Marudai. Il donne des instructions ultra précises. Un employé doit prendre un train spécifique de Kyoto vers Osaka avec l'argent dans un sac marqué d'un drapeau blanc. La police est sur le coup, j'imagine ? Ils sont partout, déguisés en passagers, en contrôleurs. L'employé monte dans le train et là, les policiers remarquent un homme. Il ne fait rien de spécial, mais il dégage une aura terrifiante. Il est grand, cheveux courts, lunettes de soleil, mais surtout, il a des yeux bridés très particuliers, perçants, comme un renard. Il surveille l'employé qui porte l'argent. J'ai des frissons rien que d'y penser. Il l'interpelle ? Non, et c'est là que c'est rageant. Les ordres sont stricts, ne pas intervenir tant qu'il n'y a pas flagrant délit ou prise de contact. L'homme aux yeux de renard descend du train à une gare, remonte dans un autre, change de quai. Il fait du contre-espionnage. Les policiers le filent. À un moment, l'homme descend à la gare de Kyoto et prend un escalier roulant. Un policier est juste derrière lui. Ils sont à 2 mètres l'un de l'autre. Et
Et le policier perd le contact visuel une seconde dans la foule. L'homme s'évapore. Pouf, disparu. Ils ont eu le suspect principal, peut-être le chef du monstre, à portée de main, et il leur a glissé entre les doigts. Quelques mois plus tard, rebelote avec une autre rançon pour la société Housefoot. Une voiture de police découvre une station break suspecte près du lieu de remise de rançon. Il s'approche, le contrôleur accélère, course-poursuite, la voiture s'échappe. Il retrouve le véhicule plus tard. C'était une voiture volée. À l'intérieur, il trouve une radio de police pour écouter les fréquences des flics. Et un aspirateur. Un aspirateur? Pourquoi faire? Pour effacer les traces. Ils avaient passé l'aspirateur dans la voiture avant de l'abandonner pour ne laisser aucune fibre, aucun cheveu, aucune empreinte. C'étaient des professionnels d'un niveau incroyable. C'est humiliant pour la police. Vraiment humiliant. Humiliant est un mot faible. La pression est telle que le chef de la police de la préfecture de Shiga, le surintendant Yamamoto, craque. Il est responsable de l'échec de l'opération où l'homme aux yeux de renard s'est échappé. En août 1985, le jour de sa retraite, il ne va pas à sa fête de départ. Il va dans son jardin, s'asperge d'essence et s'immortalise. Il se suicide par le feu. Mon Dieu, c'est horrible. C'est une tragédie grecque à ce stade. C'est le tournant sombre de l'affaire. Jusque-là, le public trouvait presque le monstre cool, un peu comme des Robins des Bois modernes qui s'attaquaient aux grosses corpos. Mais la mort de Yamamoto change tout. Et c'est là que le monstre 21 visages fait quelque chose d'inattendu. 5 jours après le suicide du policier, ils envoient leur dernière lettre. La fameuse lettre d'adieu, qu'est-ce qu'elle disait? Je vais te la lire, mais accroche-toi, le cynisme est total. Ils écrivent « Le chef de la police de Shiga est mort. C'est stupide. Il n'avait pas besoin de mourir. Ce n'est pas de notre faute s'il s'est suicidé. C'est parce que ces hommes étaient incompétents. » Et il conclut par cette phrase qui restait dans l'histoire. « Nous sommes les méchants. Nous avons plus à faire que de tourmenter des entreprises. C'est ennuyeux de tourmenter les faibles. On arrête. Nous ne ferons plus parler de nous. » S'ennuie? C'est leur motivation finale? Juste l'ennui? Apparemment. Après ça, silence radio. Plus jamais une lettre, plus jamais une menace. Ils ont arrêté net, comme en éteint une télé. Le délai de prescription a expiré en 2000, ils ne peuvent plus être poursuivis, même s'ils avouaient aujourd'hui. Mais Thomas, on a forcément des théories. Qui était-il? On ne monte pas une opération pareille tout seul? Oh, des théories, il y en a des dizaines. La plus populaire, c'est la piste des Yakuza. L'organisation, la discipline, le fait qu'il n'ait jamais été dénoncé, ça sent le crime organisé. Mais les Yakuza cherchent le truffi. Là, techniquement, ils n'ont pas récupéré l'argent des rançons. Les remises ont toujours échoué. Mais ils ont peut-être gagné de l'argent autrement? En bourse? C'est la théorie boursière. Si tu sais que tu vas menacer Clico et que l'action va chuter, tu vends des actions à découvert avant d'envoyer la lettre. Quand l'action s'écroule, tu rachètes et tu touches le pactole. C'est très probable qu'ils aient fait des millions comme ça, de manière invisible. Il y a aussi cette théorie sur la Corée du Nord, non? Oui, à cause de la complexité des opérations et du fait que les communications radio interceptées semblaient parfois utiliser des dialectes ou des structures de phrases non natives. Certains pensent à des espions dormants. D'autres parlent d'un groupe d'anciens policiers corrompus, ce qui expliquerait pourquoi ils connaissaient si bien les procédures de la police et comment écouter leurs fréquences. Et l'homme aux yeux de renard? On l'a jamais identifié? Jamais formellement. La police a diffusé son portrait robot partout, des millions d'affiches. C'est devenu l'un des visages les plus connus du Japon. En 1996, on a soupçonné un homme, Manabu Misaki, un écrivain proche du milieu Yakuza qui ressemblait trait pour trait au portrait robot. Il avait même un alibi flou, mais rien de concluant. Il a même écrit un livre là-dessus, L'homme aux yeux de renard, où il joue avec l'ambiguïté. C'est fou. Donc aujourd'hui, en 2024, le ou les coupables sont peut-être encore en vie. Ils peuvent être ton voisin, le vieux monsieur qui achète ses bonbons au supermarché. C'est ça qui est terrifiant. Ils ont commis le crime parfait. Ils ont humilié l'État, terrorisé la population, manipulé la bourse, et ils sont partis en marchant tranquillement vers le coucher du soleil. Aucune arrestation, rien. Le monstre 21 visages a gagné. Eh bien, je crois que je ne regarderai plus jamais une boîte de chocolat de la même façon. Merci Thomas pour cette plongée en apnée dans l'une des affaires les plus mystérieuses du XXe siècle. Avec plaisir Sarah. Et n'oubliez pas, vérifiez toujours si l'emballage est intact. Très rassurant. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. D'ici là, restez curieux et gardez l'œil ouvert.